Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Plein Potentiel. C'est maintenant le 5e épisode du podcast et aujourd'hui, j'ai reçu deux invités qui sont en fait des organisateurs d'un événement qui a eu lieu ici à Trois-Rivières au mois de novembre dernier. C'est les deux organisateurs du Fight Night et on a parlé un peu de l'événement qui aura lieu à nouveau en mai prochain. Malheureusement, au moment où vous écoutez le podcast, les inscriptions pour l'événement sont terminées. Par contre, vous pouvez évidemment participer à l'événement en tant que spectateur. Ça aura lieu à la fin mai prochain. Tous les détails sont à la fin du podcast. Et en fait, le Fight Night, ce que c'est, on va en parler un peu plus en détail dans le podcast, mais rapidement, là, c'est en fait un événement de boxe amateur d'envergure professionnelle. Donc, n'importe qui peut s'inscrire pour faire un combat de boxe. Puis, tout est vraiment réglementaire. Donc, c'est vraiment comme un combat de boxe professionnel, mais c'est entre deux personnes de niveau amateur. Fait que si vous n'avez jamais fait de boxe, vous pouvez très bien vous inscrire, même que ce sont les combattants qui le recherchent. Ils cherchent du monde qui n'ont pas d'expérience. Puis ça fait vraiment un défi intéressant à faire. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Même si les inscriptions sont terminées là, pour l'édition du printemps, l'événement il a lieu 2 fois par année à Trois-Rivières. Donc, ça va se répéter à nouveau probablement à l'automne prochain. Fait que c'est un bon défi à faire. Je vous encourage à vous inscrire ou à aller voir l'événement. C'est vraiment le fun à voir. Puis c'est vraiment professionnel là, avec des juges, un arbitre. Tout est réglementaire, puis c'est le fun de voir des personnes qui n'ont jamais fait ça se dépasser, puis c'est ça, je vous encourage à aller voir un peu l'événement, puis à aller suivre aussi leur page Facebook, aller voir leur site internet, et évidemment, si vous aimez le podcast, je vous encourage à faire une petite review, une évaluation du podcast, peu importe sur quelle application vous l'écoutez, si c'est sur YouTube, un pouce en l'air ou bien simplement un partage. Je voulais ajouter aussi que malheureusement le podcast a été filmé, mais j'ai eu des problèmes avec la caméra. Donc on va seulement avoir l'audio. Donc si vous êtes sur YouTube, ben il n'y aura pas le vidéo malheureusement, ça va être une image fixe avec l'audio seulement. Et si vous êtes sur une autre application, ben ça ne va pas vraiment vous déranger parce que c'était seulement l'audio déjà. Là. Fait que c'est malheureux, mais pour les prochains podcasts, là, je vais essayer de maintenir des podcasts avec vidéo le plus possible. Donc, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisse avec Benjamin et Jacques, organisateurs du Fight Night. Écoute, on va commencer par vous présenter. Benjamin Amel Théberge, c'est bien ça? Jacques No. Donc, les deux, vous êtes les organisateurs du Fight Night à Trois-Rivières. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter de façon un peu plus personnelle. Je ne sais pas si vous faites d'autres choses dans la vie. Est-ce que vous avez un autre emploi pour ça? Moi, pour ma part, je suis président et associé de Fight Night, puis je suis aussi président associé de Hors Media, une compagnie de publicité. Donc, tout ce qui se fait de Fight Night, c'est notre compagnie de publicité Hors Media qui le réalise, avec mon associé ici, Jacques, qui va se présenter par lui-même. Moi, c'est Jacques. Ma passion, c'est pas mal l'immobilier. J'ai une société de gestion immobilière, donc j'administre autour de 600 logements en Mauricie. Fait que ça, c'est ma passion première, l'immobilier construction. Je me suis associé avec Benjamin au niveau de la boxe, puis je suis aussi associé dans Hors Média, compagnie de publicité. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Fait que deux entrepreneurs de nature, là, mais avec plusieurs projets autour de ça. Oui, puis encore là, c'est les projets qui sont concrets pour le moment parce qu'on en a énormément encore. Puis quand on s'est rencontrés, les deux, on a matché, là, on avait plein de projets, plein d'ambitions, puis on avait ce qu'il fallait pour les réaliser. Fait que genre, j'ai tout le temps essayé de l'intégrer dans tout ce que j'entreprenais. OK. C'est pas les projets qui manquent, c'est le temps à un moment donné. Fait étape par étape, puis projet par projet qu'on développe. Justement, le Fight Night, là, comment ça a débuté tout ça? Ça a été quoi l'idée de départ qui a fait, ou peut-être la motivation au départ qui a fait que vous avez voulu créer cet événement-là? En fait, là, moi, pour ma part, j'étais au cégep. En fait, pour revenir encore plus loin en arrière, j'avais 18 ans puis j'avais même pas un secondaire 5. Puis à un moment donné, il y a un de mes boss qui m'a dit « si t'es pas content, tu retournes à l'école. » Donc, j'ai cherché ce que je voulais faire. J'ai été en marketing, ce qui m'a amené dans un cours qui était gestion de projet.
Donc, j'ai travaillé pour Steven Diamond. Donc, c'était dans le cadre étudiant. J'ai dit, ben écoute, moi, je vais t'aider à faire le projet que tu veux faire, qui s'appelait Fight Club Canada. De fil en aiguille, c'est devenu tellement gros. Puis, il y a eu beaucoup de litiges entre eux et moi. Donc, j'ai décidé de me dissocier de cette entreprise-là parce que pour moi, ça allait tout droit dans le mur. Puis, je voulais pas m'associer à ça. Okay. Après ça, sur un coup de panique, je devais déménager le 31 décembre. J'avais pas de logement, fait que j'ai appelé... Une belle date pour déménager, ça. Pardon? Une belle date pour déménager, ça. Ouais. Puis le pire, c'est qu'il fallait que je signe mon bail le 31 au soir, puis le lendemain, il fallait que j'emménage. Okay. Fait que là, j'appelle plein de logements. À un moment donné, je rencontre Jacques. Je dis, Jacques, ta maison a l'air belle, elle m'intéresse, je m'en viens. Si elle coule, je te signe tout de suite, puis demain, je te donne ton chèque. J'ai visité, j'ai signé, j'ai donné son chèque. De fil en aiguille, on est devenus 2 bons partenaires. On parlait beaucoup de projets, puis ça a pris au moins, je te dirais, 1 an ou 2 avant d'en prendre un concret. Puis là, c'est là que j'y ai parlé. Je dis, tu sais, Fight Club, je dis, moi, j'aimais ça. Je dis, il y a des affaires qui me dérangeaient. Je dis, le monde, ils peuvent pas revenir, puis ça l'aide le monde. Moi, j'étais dans la rue avant, puis c'est ce qui m'a aidé à m'épanouir, d'avoir un sport comme la boxe qui m'aidait à m'émanciper puis à m'affirmer dans la vie. C'est ici même que j'ai commencé à boxer. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, tu étais dans la rue avant? Ben, tu sais, j'ai déjà pris de la drogue, je me suis déjà battu dans la rue, j'ai fréquenté des personnes peu fréquentables. Mon père, c'est un toxicomane fini, un fraudeur, tu sais, fait que j'ai été beaucoup immersé dans ce monde-là. Puis souvent, la boxe, c'est un sport de pauvres. Puis le coach ici, il m'a dit, Ben, viens t'entraîner au gym à tous les jours. La moitié de la journée, on va te faire des devoirs. L'autre moitié, on va te faire de la boxe. Puis c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir un cours universitaire. Donc là, je me suis dit, j'ai commencé à travailler en publicité. Je me suis dit, là, il faudrait que je trouve le moyen de prendre ce qui m'a été bon pour moi, puis de le donner à tout le monde. Puis, j'avais pas les moyens de le faire parce que j'étais une personne qui dépendait beaucoup des autres. J'ai rencontré lui qui avait le feu dans les yeux. J'ai dit, écoute, moi j'ai ce projet-là, veux-tu m'aider à le développer? Il m'a dit, go, on y va. Là, on parle autour de quelle année? Là? Ça fait combien de temps? 1 an. OK. Ça fait 1 an. Ça, c'est quand même récent. Oui. Exact. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il m'a dit, ben go, tant qu'à le faire, il dit, on va le faire comme il faut. Fait que là, on investit pas toutes, mais une grosse partie de nos fonds personnels. On a créé une image de marque. Moi, j'ai pris autant mon vécu chez Absolu Communication, une grosse agence de publicité, que lui, son vécu dans l'administration puis dans le droit. Tu sais, Jacques est très calé en forme d'entreprise juridique, puis savoir comment bien organiser une entreprise. Il pourra en parler plus en profondeur après mon long speech, mais à lui seul, il est capable de rendre une entreprise rentable après la première année, alors qu'en administration, on dit que ça prend en moyenne 4 ans. Je le répéterai pas trop souvent parce qu'il va mordre les dents un peu. Là. Après 1 an, une entreprise doit être rentable, selon ce que Jacques dit. Okay. Selon mes cours à l'université, c'est 4 ans. Puis, il n'y a pas complètement tort parce que en moins d'1 an, on ne fait pas énormément de sous, mais on est en voie d'être capable d'en vivre puis de continuer à donner ce que la boxe m'a permis à moi d'accomplir dans ma vie. Donc, de devenir une personne qui se tient puis de développer une discipline de vie. Puis c'est beaucoup ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça la boxe, là. Beaucoup de ceux qui combattent, il faut quasiment qu'il y ait un parcours de vie difficile. Quoique dernièrement, j'ai entendu des histoires de certains boxeurs que c'est vraiment plus par passion pour le sport, mais en général, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça qui motive à aller vers ce sport-là. C'est le goût en fait, une autre façon d'apprendre la vie, comme là, ou de sortir de quelque chose qui est difficile. Mais je trouve ça vraiment nice, le mindset de genre, qu'est-ce qui fait que toi, selon toi, ça prend juste 1 an? J'imagine aussi que quand tu as ce mindset-là, ça t'amène justement à vouloir être rentable en 1 an puis à tout faire pour que ça soit réaliste. Là. Le 1 an, c'est sûr, si tu développes une entreprise, exemple de 100 millions de dollars, des choses comme ça, tu as des investissements majeurs à faire, des choses comme ça. À ce moment-là, c'est sûr que tu ne seras pas rentable la première année. Mais une petite entreprise comme nous, il faut que tu sois rentable assez rapidement. Okay. Un projet qui va être rentable dans 3 ans, c'est parce que tu travailles en même temps, tu n'as pas le temps de t'investir non plus à temps plein là-dedans. Ouais. C'est important qu'une entreprise génère des revenus au final. Donc, tu généralises pas à toutes les entreprises, mais petites entreprises, selon toi, c'est très faisable et très réaliste. C'est faisable. C'est sûr, c'est pas tout type d'entreprise qui va être rentable en 1 an, mais c'est toujours mon objectif, quand je lance un projet, qu'il soit rentable dès la première année.
ou sinon qu'il y a un potentiel futur. Si je ne vois pas de potentiel, tout se met à se concentrer sur d'autres projets que perdre son temps. C'est pas perdre son temps, des fois c'est le fun quand même, puis on développe des choses, mais le but au final, c'est quand même d'aller chercher quelque chose qui va nous faire vivre. Puis il faut de l'argent pour développer d'autres projets, donc il faut que les projets qu'on commence à développer en génère pour pouvoir en développer d'autres par la suite aussi. Ouais, c'est clair. Donc, mais tu vois, moi, juste vous me dites ça, puis ça me surprend quand même. Tu dis que ça commence justement à être rentable, pas à être riche là, non plus, mais à faire un peu d'argent. Parce que vous êtes. Ça fait pas longtemps quand même là, en fait qu'on se connaît, là, parce qu'on peut dire qu'on se connaissait un peu déjà avant, puis tu m'en avais parlé au mois de juillet, dans ce bout-là, de ce projet-là. Qu'on voulait le partir. Là, vers la fin de l'été, on s'était reparlé, puis là, ça commençait un peu plus. Puis, au mois de novembre, il y a eu le premier événement, puis là, déjà le deuxième. Fait que j'ai l'impression que ça a été extrêmement vite, fait que c'est quand même très, très, très bien. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, moi, je pense que faut plusieurs éléments dans un projet pour que ça marche bien, entre autres la bonne idée, mais c'est faux de dire que en recommençant, je suis celui qui travaille le plus dans Fight Night, puis j'ai pas peur de le dire, puis Jacques l'assume, mais seul, jamais je pourrais accomplir ce qu'on réussit parce que c'est lui qui me fixe mes objectifs. C'est con à dire, mais lui me pousse pour que moi, je le pousse. Donc, c'est du donnant-donnant. Ouais. Parce que, tu sais, moi, ça me tenterait de rester chez nous puis d'écouter des films jusqu'à 3 heures à chaque jour. Mais, tu sais, si je le sais que mon associé, pas dépend de moi, mais compte sur moi, puis qu'il me dit, ben écoute, la prochaine fois, la commandite, on va le faire ce montant-là. Parce que, tu sais, d'un côté, il ne faut pas s'acheter une job non plus. Puis souvent, c'est Jacques qui me dit, tu t'achètes pas une job, c'est un investissement qu'il faut qu'on fasse. On donne du temps en conséquence de quelque chose qui va revenir plus tard. Parce que sinon, si je vais revenir à mon ancienne philosophie, avant, je me disais, l'important, c'est de faire ce que tu aimes. Puis je l'ai fait longtemps, ça. Pendant 3 ans dans le Fight Club Canada, je me disais, ben j'aime ça, faire ça. Ça me donnait 100, 200 pièces par semaine qu'il y avait de la misère à me donner. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai pris la décision de le faire. Puis c'est là que j'ai eu la prise de conscience que, tu sais, faire ce que tu aimes, oui, c'est important, mais pas au dépens de ton bien-être personnel quand tu fais pas d'argent, puis que tu n'es pas capable d'en vivre, puis qu'après ça, tu es stressé, tu fais pas tes comptes, puis tu n'es pas un être humain accompli. Donc oui, c'est important de faire ce qu'on aime, dans la mesure où ça te rapporte de quoi, puis tu es capable d'en vivre. Sinon, tu vas mourir pour faire ce que tu aimes. Ouais. Pour faire ce que tu aimes aussi, tu as besoin de liquidité. Ouais. C'est le fun de mettre cette liquidité personnelle, développer un projet. Il faut que le retour sur investissement aussi soit là. Donc, il faut que tu puisses rembourser ce que tu as investi dans un certain laps de temps pour pouvoir aussi amener ton projet ailleurs. Si tu n'as pas de liquidité, ton projet, c'est le fun, tu vas travailler beaucoup dedans. À un moment donné, il va stagner puis il va rester là. Ouais. C'est comme là, on va aller développer le marché de Montréal. C'est un des projets qu'on a d'ici la prochaine ou la deuxième prochaine année. Okay. Mais encore là, tous les investissements qu'on peut faire, mettons, c'est pas les vrais chiffres que je vais vous donner, mais sur une ordre de grandeur, admettons qu'ici, ça coûterait 50 000 à organiser à tout casser. Montréal, c'est au moins 3 fois le prix. Donc, tu sais, on parle au niveau de la publicité, au niveau de la salle, au niveau du transport, au niveau de l'hébergement là-bas, au niveau de l'équipement. Tout coûte plus cher à Montréal. J'imagine que ça peut rapporter plus. Certainement. D'un autre côté. Mais si on n'a pas le cash down pour l'assumer, ça ne sert à rien d'y penser à aller faire plus. Il y a une question de timing aussi, puis d'y aller au bon moment. Là. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est oui beau de faire un projet ici. En deuxième lieu, c'est beau de vouloir faire de quoi de plus, mais après ça, il faut vivre là, mais pouvoir anticiper plus tard pour avoir l'argent qu'il faut pour aller développer plus tard, tout en n'arrêtant pas de vivre là, mettons. Ouais. Puis là, en ce moment, c'est à Trois-Rivières seulement l'événement ou il a déjà commencé à se préparer ailleurs? On a des gyms partenaires qui viennent de l'extérieur, mais pour l'instant, on est vraiment à Trois-Rivières au niveau du show de l'événement. Okay. On fait quelques tournages de l'extérieur, mais c'est vraiment à Trois-Rivières que se fait l'événement. Le prochain aussi, le 25 mai, est à Trois-Rivières. Donc, on voulait starter le concept, le rendre rentable, l'optimiser. Par la suite, là, on va avoir les moyens d'aller le développer ailleurs. Ouais. Fait que, en même temps, nous, on est à Trois-Rivières. C'est plus facile pour nous de le développer ici, de l'optimiser au maximum. Puis là, on va être capable d'aller chercher peut-être des partenaires extérieurs ou quoi que ce soit pour pouvoir l'apporter un petit peu partout. Puis peut-être un jour, on a des projets d'amener aussi en Europe. Okay. Fait que, tu sais, peut-être dans 3 ans, quelque chose comme ça. Vous voyez quand même loin, là. Vous êtes prêts à toutes les possibilités, là. Montréal, Europe. On en a déjà parlé à nos contacts de là-bas qu'on voudrait peut-être aller faire du repérage d'ici 1 an ou 2. On est limite mégalomane un petit peu, mais ça c'est ma vision, je vois tout un petit peu trop gros.
Moi, je pense pas que c'est trop gros pour moi. Les gens trouvent ça gros des Ben, fois. et que Mais c'est il pas faut- négatif. C'est ça. Si, Il faut avoir des objectifs pour pouvoir les atteindre. Si d'abord tu la mets là, tu vas te rendre là. Si Ouais. tu la mets là, tu as plus de chances de te rendre proche, peut-être même la surpasser. Tu sais. Ouais, puis c'est d'être réaliste justement dans. On parlait du timing. Pas de se dire la première année, je vais aller faire 4 événements dans 4 villes différentes. Tu sais, là, Non. vous le testez justement. Exact. Ouais. Puis vous commencez. Ben, j'imagine aussi que ça nécessite de le maîtriser. Non seulement de le tester, Ouais. mais tu le fais une première fois, tu vois c'est quoi qui marche pas. Fait qu'après, tu veux réorienter ce qui a moins bien fonctionné, mettons. Là. Fait que, Je reviens là-dessus, mais l'optimiser tout le temps. Tu sais, aller chercher optimiser, vraiment. ouais. C'est Ouais. vraiment ça. Là. L'optimiser le projet, puis le structurer pour que justement on puisse l'amener ailleurs, puis que ce soit facile à faire ailleurs, puis qu'on soit sûr de notre shot dans le fond. Ouais. Pour Exact. faire de quoi de tout croche puis qui Exact. marchera pas. Prendre le temps de le faire Ouais. comme il faut. Puis, mais qu'on soit rendu là, tu sais, on va être sûr que ça va bien fonctionner là-bas aussi. Te donner un exemple concret, la dernière édition, au mois de novembre 2018, on avait rassemblé 8 gyms un peu partout au Québec qui nous shootaient des combattants. Maintenant, à la deuxième édition, on est rendu à avoir envoyé un courriel à toutes les gyms qui existent au Québec. Puis au courant de la semaine prochaine, on va toutes les relancer par téléphone. OK. Donc, tu sais, on faut pas avoir la pensée magique, dire on envoie une lettre puis ils vont nous shooter des combattants. Non, non, non. Ouais. Tu sais, c'est des vies humaines qui se transigent d'une certaine manière. Donc, c'est de faire connaître ton événement. Après ça, c'est de leur faire vivre une belle expérience pour qu'ils récidivent. Une fois que toutes les gyms vont nous connaître au Québec, ça va être vraiment plus simple pour nous de se concentrer après ça sur le développement d'un nouveau marché. OK, ouais. Donc, première étape, c'est de faire quelque chose. Deuxième étape, c'est de faire quelque chose avec plus de gens. C'est là qu'on est rendu. Fait que là, en ce moment, mettons un participant de, je sais pas, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui voudrait participer, il viendrait faire le combat ici, mais Ouais. peut-être l'année prochaine, il serait plus proche de chez lui s'il y Ouais. a assez de participants. Là. Je sais pas si ça. Oui, Je parle vraiment. du Lac-Saint-Jean. Il y a mais- possibilité. Ben, honnêtement, même cette année, la première édition, on avait des gens de la TUC, puis Ok. on avait des gens de Montréal qui étaient venus, on avait des gens de Drummondville, de Sorel, on était filmés dans leurs gyms respectifs, puis même qu'on a eu des demandes par rapport à ces gens-là, entre autres un Atikamekw de la TUC, M. Shilton, qui s'est vraiment beaucoup investi, qu'on respecte énormément, nous avait demandé d'aller en faire un là-bas dans une réserve. Puis, tu sais, pour pas faire un jeu de mots plate, on n'avait aucune réserve à aller là-bas nécessairement, parce que c'est ce qu'on veut, épanouir notre concept puis le développer ailleurs. C'est juste qu'on n'était pas encore rendu là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait comme stratégie de marketing? C'est qu'on a dit, shooter des combattants, on va regarder là où est-ce qu'il y en a qui devient le plus, puis on va pouvoir aller organiser un événement là-bas par la suite. Donc, en inscrivant des combattants à notre édition du 25 mai prochain, soit dit en passant, les inscriptions sont déjà lancées jusqu'au 18 février. À partir du moment où est-ce qu'on va avoir beaucoup d'inscriptions d'une certaine région, elle va devenir sur la liste des prochaines villes qu'on pourra aller exploiter. OK. Puis là, on parle justement de l'édition novembre dernier. Là. Il y a eu Oui. quoi au niveau de la participation? Ça ressemble à quoi, le nombre de participants? Est-ce que vous étiez satisfait du nombre et de la participation? Oui. Oui, on était satisfaits, on était autour de 1000 personnes. Fait que pour un premier événement, c'est quand même bien. Là. Si on regarde les galas professionnels qu'il y a eu à Trois-Rivières, des fois, ça se limitait à 600-700 personnes. OK. Donc pour un gala Quand amateur, même. première édition du Fight Night, c'est quand même très bien. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'on vise toujours plus, mais on était très satisfaits pour une première Puis édition. au niveau des combattants, il y a eu combien de combattants exactement? 24 combattants en tout. Notre objectif, c'était d'avoir 12 combats, même qu'on en a eu 13 combats cette année. Donc, il y a un combattant de dernière minute qui a cancellé, mais Jacques avait trouvé une solution de dernière minute là, avec Mario Grenier, que c'est un combattant qui s'était porté volontaire pour le faire. OK. Qui On n'était avait pas nécessairement amateur. sur la carte. Non, il était amateur, OK. mais il n'était pas sur la carte. Donc, lui, il ne savait pas qu'il se battait avant le soir même de l'événement. Puis il était partant, là. Il était prêt. Ah ouais? Il était prêt. Ouais. Puis je pense qu'il a même gagné. OK. Mais tu sais, souvent, les gyms ont beaucoup de gens qui s'entraînent là pour le plaisir. Puis des fois, il faut juste une petite motivation supplémentaire pour embarquer. Puis là, tu te Ouais. dis, ah, l'occasion se présente. Là. Ah, C'est un concept aussi qui est très accessible, puis c'est accessible à tout le monde. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde, monsieur, madame, tu sais, quelqu'un qui s'est jamais entraîné au gym peut dire, regarde, je m'inscris, il s'entraîne 3 mois de temps, il peut venir se battre. Tu sais. Ouais. Il va se prendre contre quelqu'un de son calibre, de son âge, poids similaire. Puis, tu sais, c'est des rounds d'1 minute et demie, 3 rounds. Tu sais, c'est accessible. Puis, tu sais, on avait... Avec à peu près- protection aussi faciale. Exactement. puis- Tu sais, les gants sont un petit peu plus gonflés aussi, tout dépendant un petit peu de l'expérience des gens. Mais c'est très accessible. Puis, tu sais, le bout, tu sais, on a beaucoup plus que 24 inscriptions, bien sûr. Tu sais, on a eu 12-13 combats. Mais il faut aussi matcher les gens, justement. Les gens se Ok. prennent comme des gens de leur âge, de leur poids, de leur expérience aussi.
Donc, c'est là qu'il devient aussi un enjeu. Il n'y a aucun knock-out aussi, c'est important de le mentionner. Donc, bien sûr. on avait la fédération de boxe qui était présente, qui ont très bien fait leur travail. Donc, chacun des combattants était protégé. Aussitôt qu'il y avait un assaut qui faisait ébranler l'adversaire, si on veut, il arrêtait le combat, il leur demandait si c'était correct, même qu'il y en a qui ont été rébarbatifs par rapport au jugement des arbitres. Mais nous, on préfère protéger les gens. Puis on a même développé une fiche d'inscription plus complète cette année dans le but de saisir le désir d'expérience de la personne. Est-ce que c'est léger, est-ce que c'est intense ou est-ce que c'est extrême? Il y en a qui pourraient dire, moi je veux pas qu'on mette une pause au combat si j'ai l'air de me faire brasser, mettons. Là. Non, parce qu'on peut pas aller contre la sécurité des gens. Ça va Cependant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... la sécurité d'abord et avant tout, malgré que ça fait cliché, mais nous autres, c'est con à dire, je vais parler comme un marketing man, mais c'est pas payant pour nous autres quelqu'un qui mange une volée. Ouais. On veut pas que personne se fasse blesser, on veut pas que personne y arrive un accident. Stevenson Adonis, là, c'est du professionnel. Nous autres, ça nous appartient pas. Nous, notre but, là, d'une première part, c'est d'épanouir la société au travers d'un défi ultime. Parce que quand tu t'en vas te battre contre un adversaire du même calibre, c'est contre toi que tu vas te battre, c'est contre tes peurs. Donc, tu sais, il faut que tu t'entraînes, que tu te lèves le matin, puis tu peux pas dire « Ah, ben je le ferai le mois prochain ». Non, c'est pas le mois prochain. Le mois prochain, tu vas manger une volée si tu t'entraînes pas. Lève-toi puis fais tes affaires. Ouais. Puis on arrive à des miracles. C'est une motivation assez forte, là. Vraiment. Tu sais, Michael Paré, il est rendu à... Je demande tout le temps le poids qu'il a perdu à chaque entrevue que je fais. Ah ouais? Mais réalistement, ça a encore augmenté. Il a perdu 25 livres. Okay. Il est venu me voir, moi, il pesait 213. Puis aujourd'hui, il pèse 187, puis il a son cheat day à tous les semaines. Fait qu'il continue encore de maintenir ce rythme-là d'entraînement, puis ça l'a fait comme vraiment découvrir de quoi qu'il aime. Là. Il a découvert une passion. C'est vraiment nice. Parce qu'il s'est botté le cul. Il s'est dit là, je suis tanné de ne pas prendre soin de moi, puis je l'ai pris sous mon aile, je l'ai aidé avec l'alimentation, avec son entraînement, avec le conditionnement physique, parce que tous les jours, il fait ses petits exercices. Puis d'être en shape, c'est pas de lever des plates à pu finir une fois par année, c'est de faire des petits gestes à tous les jours. Puis c'est ce qu'on apprend dans le Fight Night. Tu veux venir t'amuser, tu veux changer ta vie, c'est toi qui dois faire l'action, puis c'est aujourd'hui et non demain. Fait que vous voulez changer votre vie, c'est l'endroit où est-ce qu'il faut que vous veniez. Ça, on pense souvent que se remettre en shape, c'est d'aller au gym. C'est un gym conventionnel un peu, mais il y a tellement de façons. Puis en fait, c'est de trouver une activité qui nous fait triper. Puis j'imagine qu'il y en a justement qui font ce défi-là, puis ils font crime, j'aime ça. Là. Et que la boxe, c'est pas juste un sport aussi, j'imagine, c'est une façon de s'entraîner qui est très efficace. Là. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en forme avec la boxe. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui va aller s'entraîner au gym, il va commencer, première semaine, il va être craqué, 2 semaines, puis il va perdre son habitude tout de suite. Puis pour établir une habitude, une routine de vie, là, c'est 3 à 4 semaines qu'on dit en général. Ouais. Donc si tu as un combat dans 2 mois, tu vas être 2 mois solide parce que tu sais que tu as un objectif. Ouais. Dans 2 mois, il faut que tu te battes. Donc, au bout de 2 mois, tu as quand même ton habitude qui s'est imprégnée dans ton quotidien. Donc, tu gardes les bonnes habitudes par la suite. Ce qui ne se fait pas, tu sais, en janvier, il y a plein de monde dans les gyms. Tout le monde prend des habitudes. Au bout de 2 semaines, le gym t'es revenu comme avant. Ah ouais, classique. Il faut avoir un objectif vraiment précis, puis un combat de boxe, tu n'as pas le choix de t'entraîner. Si par là, tu vas manger une volée, sinon, comme Benjamin disait. Ah ouais. Donc, puis l'optimisation, on en parlait tantôt, l'optimisation, mais quand tu fais un combat de boxe, autant ton poids a un impact sur l'adversaire que tu vas prendre que tes bonnes habitudes de vie, parce qu'il faut que tu sois en shape, il faut que tu sois avec un bon cardio, si on veut. Ah ouais, c'est vraiment cardio. Tu vas t'entraîner régulièrement, tu vas faire tes exercices physiques régulièrement et tu vas optimiser ton alimentation. Fait que la personne qui vient s'entraîner pendant 3 semaines avec des bonnes habitudes de vie puis qui a tout changé. Parce que, tu sais, des fois, on se remet en forme puis on dit « Ah, ben, je peux manger ce que je veux, je m'entraîne. » Ou on dit « Ben, pas besoin d'aller m'entraîner, je mange bien. » Ou « Ah, ben, je vais faire mon jogging, fait que pas besoin de faire mes push-ups. » C'est 3 exercices très différents qui apportent beaucoup chacun d'entre eux. Donc, c'est pas de faire un puis de laisser les 2 autres faire. Dans un combat de boxe, il faut que tu optimises tout. De cette manière-là, tu as des résultats à pu finir. Puis quand tu le vois, après avoir développé l'habitude, tu te dis « Crime, j'ai perdu 30 livres. » C'est malade, ça. Puis qu'est-ce que ça fait, justement, si tu optimises pas tout? Mettons que tu vas dans deux aspects, tu y vas intense, mais il y a un aspect que tu fais fuck off. Mettons l'alimentation. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, c'est la même chose qu'à, mettons, que tu essaierais de faire un marathon avec un pneu crevé. Tu vas pédaler 2 fois plus fort, puis tu vas faire 2 fois moins de distance.
C'est la même chose que... J'imagine que ça nuit aux deux autres aspects que tu essaies d'optimiser. Parce que ben oui. si tu fais du cardio, tu fais de la muscu, mais tu manges tout croche, ben tu risques d'avoir un moins bon cardio ou ça va te prendre plus de temps à travailler ton cardio. Surtout l'alimentation qui est, moi je dirais 70% du travail est souvent fait dans l'alimentation, surtout sur les pertes de poids, ces choses-là. Donc, ça pour un combat de boxe, la personne, il faut qu'elle gère bien ses aliments. Donc oui, l'alimentation est très, très importante. Et par expérience personnelle, moi, je l'ai expérimenté. Quand j'étais jeune, ma mère, elle a élevé 3 enfants toute seule. Fait j'avais des habitudes alimentaires vraiment néfastes pour ma santé. Je buvais du coke, c'est juste ça, je buvais ou du jus. Je ne buvais jamais boire d'eau. Je me mettais des galettes de fromage au four à micro-ondes, puis je le faisais fondre, puis je mangeais ça, ou de la saucisse hot dog. Ça, c'était mon alimentation. Je m'entraînais à côté, mais j'étais gros comme un poulet. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner à côté, mais je mangeais jamais de fruits et légumes. Ça faisait quoi? Ça faisait que j'étais gros comme un poulet encore. Fait que tu sais, veux pas, avec le temps, c'est quand que tu prends le tout, c'est là que ça va t'apporter une véritable différence. Parce que sinon, tu vas tout le temps dire « Ah, ça marche pas » ou « Ah, mon métabolisme est différent ». Mais c'est pas vrai. On est tous des humains, puis tous ces impacts-là, ils peuvent avoir de quoi de bon pour toi. Dans la mesure où est-ce que tu les fais bien, puis d'une façon équilibrée. Tu sais, le cheat day. Le cheat day va t'aider à maigrir. C'est stupide à dire, mais si tu manges pas de cochonnerie une fois par semaine, moi, ma poutine là, est tellement importante. Mon verre de liqueur le soir, il est très important. Puis pourtant, là, je veux pas me vanter, mais je suis en très bonne condition physique. Je suis arrivé 3 fois deuxième au Québec en boxe. Puis j'ai 26 combats amateurs. Puis des séries de push-ups, je suis capable de faire une série de 50 push-ups one shot. J'en ai déjà fait des séries de 100, mettons. Bref, condition physique hors norme. Puis honnêtement, à tous les semaines, je mange ma poutine, puis à tous les soirs, je bois mon verre de liqueur. Mais c'est pas ça qui va scraper tout ce que tu as fait comme ça va même aider, parce que ton corps, lui, il a une mémoire, la mémoire cellulaire. Puis si tu manges jamais de gras, ben ton corps, il va stresser, puis à tous les semaines, tout le gras que tu vas manger va l'accumuler. Ouais. Donc, en mangeant une fois ta poutine, ben, ça va t'aider, il va dire « Ah, ben j'ai du gras, c'est correct, je vais le brûler. » Puis là, je suis rendu avec vraiment moins de gras, si on veut, de pourcentage de gras sur mon corps. Fait que le message de ça, c'est mangez-en de la poutine. Ouais. Buvez-en de la liqueur. Il y a un moment pour être sérieux. Ben en fait, tu es sérieux toute la semaine, mais tu as un moment quand même que tu peux te permettre. Puis si tu es trop restreint, si tu es trop strict, ben en fait, tu as juste plus de chances d'abandonner aussi. Parce que ça peut venir lourd. Oui. Tu sais, côté mental, comme tu le dis, c'est très important. Côté physique aussi, ça a des bienfaits. Fait que le repos fait partie de l'entraînement, comme on dit. Faites-tu affaire avec, mettons, des experts en nutrition, des experts dans un autre domaine, ou bien, je sais pas, c'est quoi, en fait, je vais y aller plus précis dans ma question. Si je m'inscris au Fight Night, là, qu'est-ce que ça implique pour moi, comme demain, comment je vais être entouré, ça va être quoi ma préparation? Mettons, c'est quoi que je fais à partir de demain? Là? Tu vas avoir tout ce que tu as besoin à ta disposition pour devenir la personne que tu aimerais devenir d'ici à ton combat. Donc, ce que je veux dire, tu as besoin d'une nutritionniste, tu as besoin d'une diététicienne, une personne qui va te faire des plans d'alimentation, tu as besoin d'une personne qui va te faire des plans d'entraînement. On n'a pas de gens spécialisés, mais on a des gens d'expérience qui, depuis 20, 30, 40 ans, entraînent des boxeurs pour qui le poids et la forme physique sont des atouts majeurs dans leur compétition. Qu'est-ce que tu veux dire comme des personnes non spécialisées, mais comme par exemple des anciens boxeurs ou ben... Comme moi, entre autres. Souvent, à chaque fois que j'ai vu des gens comme Michael Paré, la personne qui a perdu 30 livres, quand je l'ai vu, à la limite, la première idée que j'ai eue, c'est que j'ai eu pitié de lui, puis il sait. Fait que je suis pas gêné de le dire. Mais j'ai eu pitié de lui, puis je me suis dit, il veut s'aider, on va l'aider. Fait que je l'entraînais à tous les jours gratuitement. Je l'aidais sur son alimentation, je l'aidais sur sa condition physique, puis je faisais des suivis d'entraînement privé. Si jamais vous voulez venir vous inscrire au Fight Night, l'important, c'est de remplir votre fiche d'inscription. Une fois qu'on va avoir un adversaire pour vous, vous commencez à vous entraîner le 25 février. À partir de ce moment-là, vous avez des plages disponibles dans les gyms partout au Québec. Vous devez malgré tout payer votre abonnement, mais il y a un coach qui va vous suivre parce que vous allez représenter son gym. Donc, lui va placer sa confiance en vous et vous, sa confiance en lui. C'était un aspect que je me demandais justement tantôt, que c'était quoi le positif pour un gym d'envoyer des athlètes. Fait que pour eux, c'est en même temps de la publicité. C'est de dire check, ça marche. Ouais. Chaque combattant a son coach. Donc, il faut vraiment qu'il s'inscrive dans un gym pour être coaché et suivi par un vrai coach de boxe. Donc, oui, le gym a intérêt. Ça publicise son gym, veut pas. Puis en même temps, il représente son gym, le boxeur, dans le fond.
En fait, là, il y a un élément à faire attention là-dedans. Tu disais performer. Ouais. C'est là que je vais avoir une petite réserve. Parce que Ouais, tu fais bien parce que. performer, c'est pas important. Avec ça. Ouais. C'est pas important à performer. Tu sais, Michael Paré, que je vous dis, j'arrête pas de vanter, moi, c'est rendu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. On s'entraîne à tous les jours, même encore. Les partenaires. Je m'entraînais avant que tu arrives aujourd'hui. Vont vous aider dans l'organisation, je pense aussi. Là. Oui, il va même nous aider dans l'organisation, dans la commandite également. Mais bref, pour en revenir à Michael, il a perdu son combat. Puis il a fait la manchette du Journal de Montréal, disant qu'il avait guéri une peine d'amour puis qu'il avait perdu 25 livres. Donc, tu sais, lui, sa véritable victoire, c'était pas de gagner son combat et de performer. Il a pas mangé de volée, il a été capable de se défendre. Mais, tu sais, si j'utilise le mot défendre à la place d'attaquer, ça n'en dit long. Donc, tout ça pour dire que lui, sa véritable victoire, il est sorti, il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, il dit « Crime, je l'ai fait ». Ça fait 3 mois que je m'entraîne bien, que je mange bien, j'ai développé des bonnes habitudes de vie. Aujourd'hui, il habille un point plus petit. Ah, c'est ça la victoire dans le fond. C'est ça la victoire. C'est pas la soirée. Là, non, c'est tout ce que tu fais avant. Victoire ou défaite. Là. C'est ça. Ouais, c'est tout. Le chemin est encore autant important en fait que la soirée. Et même plus important. Même plus. Souvent, on pense que la soirée, c'est la fin de tout. Mais la plupart des gens qui ont participé au Fight Night veulent se réinscrire, puis c'est pas la plupart des gens qui ont gagné, c'est juste ceux qui ont, comment je pourrais dire, qui ont eu un thrill, un challenge. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de défis. La vie est rendue tellement difficile puis facile par moment qu'on ne sait plus vers quoi s'enligner, puis on veut se développer. Puis ça, c'est un des moyens qu'on a trouvé le plus hot. Puis c'est ça qu'on vend en fait. C'est du bien-être personnel. Je sais pas s'il y a-tu eu d'autres histoires, mis à part Michael Paré? Ben, j'imagine qu'il y a eu d'autres histoires. Il y en a eu énormément. énormément. Si vous avez d'autres exemples de. Tariq Moudjane, qui a été médiatisé aussi. Tariq Moudjane, en fait, c'est une des amies à sa mère qui a attrapé le cancer. Puis avait besoin de fonds là, pour se déplacer. Il était de la TUC, justement. C'est un des combattants qui venait de la TUC. Okay. Donc, lui, il s'est impliqué. Il y avait 2 combats, en fait. Un petit peu tout le monde qui vient se battre a 2 combats. C'est-tu le jeune homme, ça? Oui. Exactement. Ouais. 13 ans. 13 ans. Ouais. Donc, lui, c'est ça. Il voulait ramasser des fonds pour l'ami de sa mère. Puis, je ne sais pas si vous avez vu les posts et tout ça. Là, il a ramassé près de 10 000 pour l'aider. Donc, c'est là que vous avez vendu des accessoires de des boxeurs, je pense. C'est ça, exact. Dont Smokey puis d'autres boxeurs. Entre autres, mais tu sais, juste pour établir une petite précision, c'est que nous, on ne voulait pas s'associer à aucune cause. Parce qu'on ne voulait pas se servir d'une cause pour vendre notre concept. Mais par contre, on veut se rapprocher de la population. Donc lui, il nous a dit, j'ai une cause personnelle. C'est lui qui l'a apporté, la cause. C'est lui qui l'a apporté. Exactement. Fait qu'on a dit, ben nous autres, on croit en toi et on va t'aider. Puis on avait des contacts dans le milieu, puis on a réussi à avoir la ceinture signée de Eleider Alvarez, un ancien champion du monde. C'était une réplique de sa ceinture, mais c'est quand même une ceinture WBC, ce qui est un des articles les plus prestigieux. Je voulais l'acheter, mais j'ai voulu laisser la chance au coureur, là, surtout qu'il est sorti quand même assez haut dans les enchères. On a eu des gants d'Arthur Beterbiev, qui est un des plus grands aspirants mondiaux. 13 victoires, 13 KO. 0 défaite. On a eu aussi des gants signés de Jean Pascal, un t-shirt de David Lemieux, des gants de Eleider Alvarez encore. Donc, tu sais, on a ramassé beaucoup de fonds, mais c'était pour sa cause. Puis là, ça nous a donné l'idée. On s'est dit, ben, tu sais, nous autres, on ne veut pas galvauder notre concept avec une cause. Notre but, c'est de faire en sorte que les gens croient en eux. Donc, on a dit, vous avez n'importe quelle cause, venez-vous-en. Puis là, on a mis des degrés de récompense. Donc, on en a établi un, justement, cette semaine. Si une personne réussit à vendre 75 billets, on va lui donner 10 $ par billet vendu pour la cause de son choix. Okay. Donc, un montant de 750 $. Donc, en plus de nécessairement leur campagne à l'interne qu'eux font et des campagnes que nous, à l'interne, on va faire pour aller chercher des fonds sur les tables, sur les billets et ainsi de suite, on va rajouter un montant supplémentaire pour pouvoir appuyer ces gens-là dans leur démarche parce qu'on veut de la proximité. Okay. Je vais vous avouer, moi, ma pire crainte, quand que je rencontre une personne à l'épicerie et qui me dit « Ah, je ramasse de l'argent pour les gens au Guatemala », je dis « OK, fine ». Mais je dis « Qu'est-ce qui me prouve que ça va dans leur poche? Ouais. » Moi, j'ai ce scepticisme. C'est d'associer, ensuite, les gens peuvent associer l'événement à quoi de négatif. S'ils se mettent à douter, c'est-tu vrai? C'est ça. Ouais. Donc, de cette manière-là, on encourage les proches, puis ça peut permettre à n'importe qui de dire « Ben moi, me faire pousser une moustache, ça me dérange. Ben, je vais aller me battre au Fight Night pour ramasser des fonds. Go for it. Viens-t'en. T'es une vedette, tu veux ramasser des fonds pour le cancer du sein. Viens-t'en, on va t'aider, on va t'appuyer là-dedans. Mais nous, on ne veut pas nécessairement primer une cause. On ne dira pas, viens te battre, on va se battre pour telle cause.
on déplore ça. Vous laissez ça aux participants, au choix des... Exact. Parce que ma cause ne vaut Ah, peut-être nice. rien pour toi. Ouais. Donc, viens-t'en, puis moi, ça t'appartient. Nous, ce qui est important pour nous, c'est toi. Puis c'est vous, dans le fond, qui allez plus la répandre, en fait. Là. La personne l'amène. On puis les vous autres- appuie là-dedans, Ouais. on les Donner aiguille les un petit peu outils, pour là. les aider à faire de ça un succès. Ouais. Mais le combattant aussi s'implique beaucoup. OK. Comme Tariq Moudjan, entre autres. T'sais, la plupart Ouais. des fonds qu'il a ramassés venaient en partie des initiatives de lui et de sa mère, Marie-Claude Baudin. Marie-Claude Baudin, qui était, soit dit en passant, notre présidente d'honneur. C'était pas nécessairement une personne connue au niveau médiatique, mais on a trouvé ça beau de mettre une personne peu connue comme présidente d'honneur parce qu'elle avait sacrifié un bout de son temps de vie pour ramasser des fonds parce que la cause de son fils y avait touché. Lui, il allait travailler au Tim Hortons la fin de semaine pour ramasser de l'argent pour elle. Tu sais, c'était merveilleux. Puis en même À temps, 13 ans. c'était un très bel exemple à Ouais. 13 ans. Fait qu'on a dit, ben go mon homme, tu veux, on va t'aider. Fait que n'importe qui aujourd'hui qui reviendrait, là on en a quelques-unes derrière la cravate, mais sans nécessairement prendre de l'avance, on peut vous conter d'autres histoires dans le passé qu'on a eues. Entre autres, il y a eu Pat Coq-Pépin. Ouais. Pat Coq-Pépin, lui, père de 7 enfants. Père de 7 enfants qui veut remonter sur le ring. Puis tu sais, lui, C'est un ancien boxeur, dans le fond. pas boxeur. Tu sais, si on peut dire que quelqu'un a bu 3 bières dans sa vie, c'est un ancien alcoolique, oui. Là, parce qu'il a Ok. fait 2-3 combats dans le passé. Donc, tu sais, ça n'a jamais été une vedette. Mais c'est une personne qui fait du Boxeur bruit amateur, incontestablement. Le Pat Lecoq, dans le fond, c'est son titre, c'est son surnom de boxeur. ça? Ouais, Pat Ok, Lecoq ça, je Pépin. pensais. Ouais. OK. Fait que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on a aimé de cet C'était comme un individu-là? comeback. C'est un peu un comeback, ce qui a été permis à cause de Fight Night, parce que dans l'ancienne formule, il n'aurait pas pu revenir. Mais Ok. lui, il aimait ça. Puis en même temps, tu sais, on a toute une façon d'aller chercher notre importance dans la vie. Des fois, on va être avocat, on va être médecin, des fois, on va s'impliquer dans des causes caritatives, des fois, on va organiser des gros événements. Ouais. Ben, tu sais, lui, c'est un peu sa façon de se rendre important. Il a voulu être quelqu'un de plus grand que ce que la vie avait pu lui permettre d'être. Lui, en tant que père de 7 enfants, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Hein? Fait C'est clair. qu'à quelque part, il a réussi à dire « Moi, je suis Pat Lecoq Pépin », puis il a réussi à faire dédire des personnalités publiques, entre autres comme Gilbert Delorme. Gilbert Delorme qui disait au 91.9 à Montréal « Ah, moi, Pat Lecoq Pépin, de sa petite bédaine, je te le pogne n'importe quand. » Le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Donne-moi le numéro de Pat Lecoq Pépin, on l'appelle en ondes. » J'ai donné le numéro de Pat. J'ai dit « Pat, ils vont t'appeler demain. » Je dis tu le remettras à sa place. Il dit « Ouais, il dit Gilbert, il dit tu me prendrais n'importe quand. Il dit viens-t'en mon chum, il dit, je te lance un défi au Fight Night le Ouais, prochain, j'ai je vu te ça pogne. qu'il l'avait comme... Il l'avait calé. Ouais. Puis là, il s'est fait niaiser 2-3 fois après. Il disait que ça ne l'intéressait pas. Ah, Ça ne l'intéressait pas, puis c'est correct, c'est pas son défi. Mais tu sais, encore là, c'était la bonne preuve que dans la vie, on peut dire n'importe quoi, on peut rire Ouais. des autres, mais il faut être prêt à livrer la marchandise. Pat, au contraire de Gilbert, qui était peut-être moins populaire, lui a livré la marchandise. Il aurait peut-être mangé une volée, peut-être que l'autre était plus haute, mais il ne l'a pas montré par contre. ouais. Pat Fait était prêt à y aller. Il a sa fierté. Ouais. Il est rendu important. Ben des gens pour qui il était personne avant vont pouvoir devenir une figure d'autorité publique. Aujourd'hui, nous, on l'a même mis de l'avant dans notre article à l'Hebdo Journal, puis tu le voyais avec sa ceinture. Hey, père de cet enfant avec sa ceinture, il était fier en tabarouette. C'est clair. Ouais. Puis il va revenir au prochain Fight Night. Ok. Donc le 25 mai, il va reprendre sa revanche contre Alain Lefebvre. Ouais. Ah, c'est cool ça, un match revanche. Il va-tu en avoir d'autres, des matchs de même? Il y en a 2-3 qui se décident. Entre autres, il y a un grand combat qui est attendu hier. On a fait un peu par exprès, on a lancé des défis sur Facebook. T'as-tu eu le temps de voir ça? Ouais. Donc, tu sais, quand David. je suis. Ouais. Quand à maintes reprises, je suis obligé de dire aux gars, ah, les gars, restez polis, parce que tu sais, c'est quand même de la bataille qu'on va. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est de la bataille. Il y a la bataille psychologique avant le combat aussi, des fois. Là. Oui, il y en a qui parlent trop. Ouais. Puis qui rendus là sont stressés. L'arrogance, ou- et là, t'arrives sur le ring, puis Ouais. tu livres pas la marchandise, ça peut être pire que. Ouais. C'est beau d'être confiant, mais quand c'est trop de l'arrogance mal placée, des fois, ça se retourne contre eux. Oui, mais justement, là, il y a David Hubert-Terrien qui est un combattant reconnu à Trois-Rivières. Ok. Il a fait beaucoup de combats de MMA. Tu sais, c'est une personne qui est passionnée depuis très très longtemps. Lui, il s'entraîne puis il croit à son avenir là-dedans. Puis je suis 100% en admiration envers une personne qui continue de le croire. Parce que c'est comme ça qu'on devient les plus forts. Ouais.
Puis justement, il avait lancé un défi au dernier Fight Night à David Gérard, qui est une personne très réputée dans le domaine. Dans le passé, lui aussi avait fait le Fight Club Canada, puis il avait knocké son adversaire en moins de 15 secondes. C'était une machine à tuer, cet homme-là. Moi, c'est un de mes amis d'enfance. Il est environ de la shape à Jacques, mais un peu plus trapu. Puis il est puissant, mais puissant. Là. Bref, David Duberterrier avait lancé un défi à David Gérard, puis David Gérard, il avait dit non. Je suis papa maintenant, ma blonde vient d'accoucher, je veux m'en occuper. Puis là, hier, il a relancé son défi, puis là, les deux ont accepté. Fait que là, les deux vont enfin s'affronter après 2 ans d'attente. C'est cool, fait que ça va être un combat à surveiller. Puis ça va être... juste d'en parler, j'ai des petits frissons. À part ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je vous dirais, sans mentir, 20, peut-être plus ou moins 2 personnes sur les 26 derniers combattants qui se sont réinscrits. OK. Et qui veulent revenir. Donc, c'est certain que nous, dans la prochaine édition, on va prioriser les gens qui n'en ont pas fait encore. Ouais, c'est sûr qu'à la base, c'est un peu ça l'idée du Fight Night. Oui, mais on ne veut pas exclure les gens qui veulent revenir parce que ça peut faire beaucoup de bien aux gens. Tu sais, comme là, il y avait Éric Desjardins qui s'était battu. Il avait pogné Pascal Arvisset. C'était un combat vraiment plus serré qu'on l'aurait cru. Éric, il avait l'air d'une machine. Puis il a livré la marchandise, soit dit en passant, mais Pascal Arvisset nous a dévoilé un côté de boxeur qu'on ne voyait pas. Okay. Juste une petite notion, on dit tout le temps que le bagarreur versus le technicien va avoir un désavantage. Celui qui va tasser sa tête et qui va revenir, il va être plus efficace que celui qui va juste rentrer dans le tas. Donc, tu sais, Pascal Arvisset, lui, s'est révélé être un très bon boxeur. Puis, tu sais, il a manqué peut-être de forme physique parce qu'Éric, lui, il était rendu à 160 livres vraiment cote. Puis lui, Arvisset, il était à 157, 158, un peu gras pour être du bon poids de son combat, si on veut, pour que ça fitte au niveau des poids. Mais Éric, lui, veut revenir, puis il a tenté sa copine. Donc, sa copine, là, cette année, on s'est donné l'objectif d'avoir plus de filles. Y en a-tu l'année passée? Non. Il y a eu 2-3 inscriptions, mais les filles ne matchaient pas. Puis, quitte à faire un combat risqué, on préfère ne pas en faire du tout. Fait que dans ce temps-là, ça marche comment? Ils s'inscrivent, puis vous attendez, mettons, de voir s'il va y avoir quelqu'un qui match. Puis si c'est pas le cas, ben vous leur dites que malheureusement, ils peuvent pas participer, c'est ça? On peut pas faire combattre tout le monde. Faut vraiment que ça matche si on veut des combats équitables. Et en même temps, on peut pas faire battre quelqu'un de 50 ans à 150 livres contre quelqu'un de 15 ans, même s'il est plus lourd ou quoi que ce soit, pour que ce soit équitable. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être déçus, qui vont s'inscrire, mais qui ne se battront pas. On se reprend au prochain tout simplement. Puis, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Donc, on se limite à une douzaine de combats encore une fois. OK. Ouais. On se les fait reprocher ça souvent. Hey, je me suis inscrit au dernier et je n'ai pas été pris. On est vraiment désolé. Mais si vous n'avez pas d'adversaire, on ne peut pas vous mettre l'un contre l'autre. Fait que là, même si, parce que la deuxième édition, j'imagine vous attendez peut-être à plus d'inscriptions. Fait que même s'il y a le double d'inscriptions, vous allez quand même essayer de réduire ça à le même nombre de combats environ? Ou ben, ouais. Fait que en priorisant les nouveaux, puis fait que peut-être les rematchs qui veulent faire un match revenge, ça se peut qu'il n'y ait pas l'occasion de le faire malheureusement. Entre autres, nous, ce qu'on désire faire, c'est peut-être faire une portion de nouveaux combattants, une portion récidiviste, pour ne pas contingenter l'une des deux parties avec tout le show. Parce que d'un côté, souvent, il y en a qui aiment la boxe puis ils veulent des combats avec de l'opposition. Donc, les gens ont plus d'expérience. Fait que ceux qui ont des rematchs, c'est plus facile. Mais on veut avoir un événement à ne pas manquer. Donc, pour avoir l'événement à ne pas manquer, vous remarquerez cette phrase-là, on ne la dit jamais, mais nous, c'est ça qu'on ressent derrière tout ce qu'on exprime dans nos communications, autant que dans la ligne directrice qui guide notre événement. L'événement à ne pas manquer, on va prendre les meilleurs match-ups possibles. Donc là, on a parlé avec le gym de Pointe-du-Lac, GoBox 3 heures. Big up, GoBox 3 heures. Eux autres, ils ont un gars de 117 combats. C'est rare qu'on voit ça dans le domaine amateur. Donc, on aimerait ça le matcher, lui, absolument. Pourtant, c'est un nouveau Fight Night, c'est un récidiviste. Mais lui, on le veut. David Duberterrier, David Gérard, moi, j'adorerais ça les avoir si les deux remplissent leur formulaire. Mais il faut absolument que les deux remplissent leur formulaire. Après ça, Éric Desjardins, que je parlais tout à l'heure, sa copine. Elle, sa copine, ça fait 2 ans qu'elle s'entraîne, puis elle a fumé pendant 26 ans de sa vie. Puis là, ça fait 2 ans qu'elle a commencé la boxe, puis elle a arrêté de fumer la cigarette complètement. Donc, tu sais, nous, ça, c'est une histoire qu'on aimerait avoir. Donc, tu sais, c'est en croyant aux histoires de la vie qu'on va chercher des gens qui vont être incomparables, puis qui vont mener un combat à ne pas manquer. Donc, c'est ces gens-là qu'on va prioriser. Entre autres, Mike Maligan, lui, c'est un gars qui nous avait reproché de ne pas l'avoir sélectionné au dernier. Lui, il va se battre contre une personne qui va récidiver, contre Fred Cadieux. Donc, on a déjà une bonne idée des match-ups qu'on veut,
Mais encore là, ils ne sont pas tous complets, mais la carte commence à se fouler. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui veulent s'inscrire, il faut le faire avant le 18 février. Nous, le 18 février, on fait le bilan de toutes les inscriptions qu'on a, puis on va faire les match-ups à ne pas manquer. Selon vous, c'est quoi? En fait, j'imagine qu'il y a un aspect mental assez fort, ça doit être quand même vraiment difficile de faire ce défi-là. Il y a l'aspect de la préparation, autant le show le soir même, ça doit être hyper stressant, peut-être même la peur de se blesser ou la peur d'échouer ou de mal paraître devant le monde. Ça ressemble à quoi les plus gros défis selon vous pour les combattants au niveau mental? Là? Tu peux y aller? Tu peux y aller. J'allais dire, c'est sûr que, surtout là, avant combat, c'est beaucoup de gérer le stress. Les gens ils n'ont jamais fait ça. C'est nouveau. Certains, oui, ont déjà des combats dans le passé, mais beaucoup arrivent, ils ne seront jamais battus. Donc, c'est de gérer le stress un petit peu. Il n'y a pas de pré-combat non plus. Là. Ils font pas des fois en entraînement, j'imagine qu'ils font des petits combats. Il y en a qui le font et qui ne nous le disent pas, mais on finit tout le temps par le savoir. Puis, OK, ils sont pas supposés? Ou... Okay. Pas supposés. On est supposé dire la vérité. Donc, quand on s'inscrit à 0 combat, on s'attend à ce que les gens arrivent à 0 combat. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, si il y en a un qui s'est inscrit récemment, Jean-Philippe Dumas, il m'a dit « Ah, moi, je vais en faire 2 d'ici là. » Je suis parfait, moi, je vais l'inscrire à 2 combats. Parce qu'on a des catégories. 0 combat contre 0 combat, 5 combats et moins, 10 combats et moins, 10 combats et plus et 30 combats et plus. OK. De cette manière-là, on réussit à matcher le monde quand même similairement ensemble. Ouais. Mais ta question, je la trouve intéressante parce que j'ai relevé des cohérences au niveau général de l'attitude des gens. OK. Les grands gueules sont tous stressés. Ouais. Souvent, le monde, il se vante là, sur Facebook. Là. Ah, on m'a cassé la gueule, ah, c'est moi le plus fort, check les bains. Il faut que je fasse attention, on peut sortir des exemples qu'ils ont dit. Là. Mais le monde, souvent, qui parle beaucoup, c'est souvent le monde le plus stressé. Des fois, un excès de confiance, ça cache en fait un manque de confiance. Quand tu démontres que tu es tellement le meilleur, puis souvent c'est le contraire est aussi vrai. Okay. Je connais des gens qui s'entraînaient comme des machines à tuer, puis honnêtement, là, j'aurais pas voulu me battre avec eux autres, là, même si j'ai vraiment plus d'expérience, puis ils étaient solides au point tel qu'ils n'auraient jamais pu l'être. Puis ça aussi, ça cachait un manque de confiance. Puis souvent, les gens vont venir s'inscrire au Fight Night pour retrouver de la confiance en eux. J'imagine que ça doit être assez généralisé chez ceux qui s'inscrivent. Puis le monde qui en ont trop, viendront pas. Parce qu'ils veulent, tu sais, le monde qui aime bien paraître, c'est du monde qui aime pas être pris en défaut. C'est comme risqué si jamais ils se plantent puis ils font pas un bon combat. Tu sais, vaut mieux se taire et laisser le doute qu'on est intelligent que de l'ouvrir et de le prouver. Ben, c'est un peu la même chose. T'sais, vaut mieux pas se battre puis laisser croire à tout le monde qu'on est fort que d'y aller puis de montrer qu'on n'est pas fort. Fait que, chose certaine, tous les gens qui se sont inscrits au Fight Night, c'est qu'ils ont des couilles grosses de main. Puis honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est tout du monde vraiment courageux. Puis moi, je pense que dans la vie, il faut admettre nos faiblesses pour les transformer en force. Donc, tous les gens qui vont dire « ben moi, le Fight Night, c'est pas pour moi, nanana », ils ont le droit, c'est leur choix, mais souvent, je pense que ça cache un manque de confiance. Puis, dans un aspect ultime, j'aimerais ça que Fight Night devienne un défi du peuple. Donc, tu sais, je pense que tout le monde dans la vie devrait apprendre à se battre. C'est con, mais Steve Jobs disait que lui, à chaque fois qu'il prenait un garde du corps, c'est tout le temps quelqu'un qui avait vécu une grosse échec. Il dit comme ça, lui, il sait où arrêter. Puis, il se connaît plus. Fait que de ne pas vouloir faire des défis, moi, selon moi, c'est une preuve de faiblesse. Puis, dans la vie, c'est pas nécessaire de casser des gueules ou d'être un bad boy ou un gangster, mais c'est important de savoir comment on est puis de s'assumer. Tu sais, si c'est pas pour nous, c'est correct. C'est nice que tu apportes ça, parce que j'imagine que c'est pour ça que le monde n'ose pas s'inscrire. C'est vraiment la peur de mal paraître, puis c'est vraiment... ça demande vraiment du courage, en fait, d'aller à un événement comme ça. Oui. Parce que... mais l'échec, en même temps, tu vas tellement apprendre de ça que l'échec... Encore là, un échec à un combat du Fight Night, je pense pas que ce soit un échec parce que justement, tu gagnes. C'est pas la performance, mais c'est ça, c'est ça. C'est beaucoup dans la perception de tout ça, là. Mais c'est sûr que si tu as une petite confiance en toi au départ, ça doit être extrêmement difficile. Premièrement, de s'inscrire. Après ça, de combattre, ça doit être extrêmement difficile aussi.
Hey, d'aller se présenter, tu sais, pour faire un parallèle, là, l'école, là, c'est pas les connaissances que ça t'apprend, mais c'est la discipline qui en émerge. Donc, tu sais, quand que tu en vas faire un bac, puis pendant 5-6 ans, à cause de la technique, tu vas te lever à tous les matins pour aller à tes cours, ben crime, tu as développé une assiduité hors du commun. Ouais. Fait qu'après ça, tu es prête pour y aller. C'est pas nécessairement ce que ça t'acquiert, mais ce que tu as pris pour le réussir. C'est un peu comme ça, d'aller au gym à tous les jours, puis de faire à tous les jours ce que il faut que tu fasses, c'est le discernement que ça t'inculque. Donc, même si tu fais un mauvais combat, tu as acquis la plus grosse des richesses au monde. Tu comprends un peu mon point? Ouais. Puis, tu sais, pas nécessairement trop aller loin en philosophie, mais moi, j'adore ça. Puis, c'est un peu en s'attardant au fond des choses qu'on réussit à en comprendre la surface. Mais l'échec est en soi bon pour le moral et la réussite est néfaste pour le moral. Parce que ce qu'on devrait aimer, c'est faire quelque chose. Alors que quand on réussit quelque chose, on se donne la permission de prendre un break. Alors que quand on fait un échec, on se motive à le faire davantage. Moi, chaque fois que j'ai perdu un combat, le lendemain, j'étais au gym. Chaque fois que j'ai gagné, je me gardais une semaine de congé. Pourtant, j'aime boxer. Donc, l'échec me fait boxer plus souvent. Fait que l'échec devrait être plus souhaité que la réussite. L'échec, en fait, c'est un indice sur ce que tu devrais faire mieux, en fait. Là. Oui. Ça devrait t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire mieux? En fait, c'est dans n'importe quel sport, toutes les équipes qui perdent, puis les meilleurs, ils le disent. D'ailleurs, là, je pense à LeBron James qui lui, il n'a jamais vu ça comme des défaites. Les défaites, il voyait tout à ça comme « OK, on regarde les vidéos, qu'est-ce qu'on va faire de mieux pour la prochaine game? Ouais. Puis c'est pas grave, mais la prochaine game, on va s'améliorer. » Puis dans le fond, c'est dur, par exemple, d'avoir ce mindset-là tout le temps. C'est pas une défaite, c'est un apprentissage au final. Ouais. Les gens grandissent de leur échec, puis c'est de le prendre comme ça aussi. Certains, justement, ils vont être démoralisés, puis j'ai perdu. Non, tu n'as pas perdu, tu as appris beaucoup, puis la prochaine fois, tu vas être prêt peut-être à gagner. Vraiment. Ouais, des fois, ça prend ce petit boost-là. Quelqu'un qui te ramène là-dessus, parce que c'est sûr, c'est pas tout le temps facile d'avoir ce mindset-là. Souvent, moi, je vais tout le temps demander un conseil à tous les gens que j'admire dans la vie. Puis j'avais gagné un concours d'entrepreneuriat, puis le juge, c'était Serge Beauchemin, l'un des anciens dragons. Okay. Puis, tu sais, c'est une personne qui, oui, on pourrait dire qu'il a beaucoup réussi dans la vie parce qu'il est archi-millionnaire, mais aussi parce qu'il a beaucoup amené de projets à terme. Puis je disais, pourrais-tu me donner un conseil, s'il te plaît, dans la vie? Il dit, pas peur des échecs. Il dit, chaque fois que tu peux avoir un échec, là, il dit, go. Il dit, pas peur de te tromper. C'est là qu'il faut que tu y ailles. Oui. Il dit, fais des choix. C'est Jacques, l'autre fois, qui me disait qu'un homme d'affaires aguerri, c'est quelqu'un qui avait fait en moyenne 3 fêtes dans sa vie. C'est toi qui m'avais dit ça? C'est pas moi qui avais dit ça. Non? Mais... Ça aurait pu. Ça aurait Malheureusement, mais... Mais bref, faut pas avoir peur d'avoir des échecs. Fait que tout ça pour dire que faites pas de faillite, mais... Ouais. Tu sais, c'est pas grave de faire faillite, tu sais, puis on ne souhaite pas à personne, puis certains vont réussir sans faire faillite, mais une personne qui fait faillite puis qui garde le bon mindset, il va probablement se rendre beaucoup plus loin à la suite, tu sais, parce qu'il connaît les erreurs à ne pas faire, il a appris beaucoup de sa faillite, justement, de son échec passé, il peut se servir de ça pour aller plus loin, justement. C'est de prendre ça, puis l'orienter comme un apprentissage et non comme une défaite. Ouais, c'est intéressant ça. Il peut aller plus loin dans le fond que lui qui réussit tout le temps puis que c'est facile d'une certaine façon. Ça fait prendre une certaine prise de conscience aussi. Ouais. Puis on repart de là pour aller plus loin. Tu sais. Ça rend le monde lâche, réussir. C'est vrai. Ah ouais. Ouais. Quand l'événement, le premier événement, mois de novembre dernier, ben en fait à l'automne dernier, quand le premier événement est devenu public, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui ont comme mettant en doute l'événement au niveau au niveau réglementaire. C'est quoi cette affaire-là? Vous ne pouvez pas faire ça, créer un événement comme ça, vous devez avoir telle affaire. Mais en fait, j'imagine que vous avez tout prévu parce qu'il n'y a pas l'événement a lieu évidemment. Mais en fait, c'est quoi les aspects très normatifs, réglementaires que vous devez combler là, pour que l'événement y ait lieu? Premièrement, on aimerait remercier ces gens-là qui s'en font pour notre concept. On dirait qu'il y en a qui sont sentis un peu attaqués par cet événement-là, je sais pas trop. Peut-être, mais je pense que c'est signe de bon augure. Moi, je pense que quand il y a des gens qui s'en font à propos d'un concept, ça prouve que c'est une bonne idée nécessairement. Mm-hmm. Donc, au niveau des accréditations, il y a la sanction de la FQBO. Donc, à chaque fois qu'on fait un événement, il faut absolument demander à la Fédération de boxe d'autoriser notre événement. Il faut qu'on ait un médecin sur les lieux aussi le soir même du gala, si jamais il y a un accident qui arrive.
Ensuite, il faut qu'on ait un permis d'alcool. Je sais qu'il y a une des madames qui nous avait mentionné un permis des courses et des jeux. Mais en fait, là, juste pour rectifier la situation... ça, c'est pour les paris, plus? C'est pour les paris. Ouais. Puis il n'y en avait pas? Il n'y a pas de paris sur les combattants. Puis vraiment, au niveau réglementaire, au niveau de la boxe, c'est vraiment la Fédération de boxe olympique qui est là. C'est eux qui jugent aussi les combats. Oui, le public interagit, puis chaque personne, c'est avec un carton rouge, un carton bleu, comme au dernier événement. Mais c'est vraiment jugé et arbitré par la Fédération de boxe olympique. Fait que c'est très événement de boxe amateur, mais pareil comme un événement Chaque professionnel. combattant a son carnet de boxe qui doit demander à la Fédération de boxe olympique pour l'avoir. Qu'on a supervisé justement pour chaque combattant voit un médecin. Il y a un médecin sur place le soir même. C'est très sécuritaire, dans le même cadre un petit peu qu'un gala normal, un gala professionnel ou un gala amateur standard. Dans la mesure où est-ce que la régie des courses et des jeux serait obligée de venir, ça serait s'il y aurait des bourses de boxeurs. Donc c'est là qu'il y a une différence avec les shows professionnels, étant donné que les shows professionnels, ils gagnent de l'argent. Donc quand il y a de l'argent, il faut que l'argent soit scellé dans un coffre avant que le combat commence. Donc la régie, c'est là qu'elle intervient. Mais dans notre événement, nous, la seule implication de la régie des alcools, des courses et des jeux, c'était uniquement pour avoir notre permis d'alcool. Ça, on l'avait. Donc on a eu tout ce qu'on avait besoin. Ben écoute, deuxième édition qui s'en vient, c'est au mois de mai, c'est ça? Mois d'avril? Mois de mai. 25 mai. 25 mai prochain. C'est quoi les changements qu'il va y avoir pour la deuxième édition? Donc en fait, les changements au niveau du prochain Fight Night, on va prendre une salle plus petite, mais mieux organisée. Donc avec les speakers qui vont vraiment mieux sonner. Dans le passé, on s'était donné beaucoup de mal pour faire des beaux vidéos, pour présenter chacun des combattants, puis ça sonnait mal dans la salle. Ouais, donc, j'avais remarqué, quand j'étais là, je trouvais ça dommage aussi. Là, parce qu'il y avait vraiment une belle organisation au niveau justement de la production, les vidéos, voir vraiment le cheminement, l'entraînement des combattants. Ça, c'est nice, là, si on peut vraiment bien entendre. On avait un écran de 10 pieds, mais on n'entendait aucun son. Puis le son, tu sais, c'est un bon atout là, pour l'expérience. C'est même le boxeur qui arrive, il veut entendre sa tune jouer. Chaque boxeur choisit sa chanson d'entrée. Donc c'est le fun quand l'ambiance est là, puis autant au niveau du vidéo que même quand le commentateur ou l'annonceur annonce les boxeurs, c'est le fun si on l'entend. Tandis que la salle ne nous le permettait pas trop. Donc ça s'est perdu. Une place plus intéressante à ce moment-là. C'était trop comme ouvert, fait que ça faisait de l'écho, c'est ça? On s'est informé pour l'isoler, puis on est mieux d'aller dans une autre salle qui a déjà choisi le complexe La Violette. Vous pourrez aller voir les photos, on va les mettre sur Facebook probablement la semaine prochaine. Ça devrait être là quand le podcast va être publié. Oui, exact. Bref, c'est une salle de 600 personnes, donc on va réduire le nombre d'invités. On augmente un peu le billet, dans le fond, c'est 5 $ de plus, mais ça va être une expérience vraiment plus riche en émotions. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le son va être sacoche, l'apparence ça va être vraiment plus haute. Le ring va être nécessairement mieux éclairé. Donc dans la salle, ils sont déjà équipés au niveau de l'équipement technique. Donc on parle audio et visuel avec les lumières des moving lights un peu partout dans la salle. L'entrée va être plus longue. Donc les gens, quand ils rentraient sur le ring, c'était 2-3 secondes puis ils étaient déjà rendus. C'était un pont d'aluminium avec des lumières. Puis il n'y avait pas le temps de chiller avec leurs chansons pour faire leur show. C'est quand même un moment important. Oui. Ils ont hâte comme d'arriver avec leur musique. C'est ça. C'est bien que ce soit. Fait que là, ils vont traverser toute la salle. On va également rajouter une section. Donc, on ne voulait pas nécessairement augmenter tous les types de billets. Dans le passé, il y avait 2 types de billets. Il y avait des billets VIP et des billets assis. Présentement, on va rajouter une 3e section qui va être le pit. Donc, le pit, lui, le billet va rester à 25 $, la section assise à 30 $, puis les tables à 50 $ par personne. Donc, de cette manière-là, il va y avoir de la place pour tout le monde, puis on va pouvoir segmenter les personnes en leur offrant une meilleure expérience, tout dépendamment de ce qu'ils veulent payer. Comme ça, tout le monde va pouvoir y assister, mais en même temps, certains vont pouvoir en profiter plus. Le pit, ça va être quoi qu'il y a de différent? Les gens vont être debout. OK. Ouais. Donc, ça va être une section où est-ce que le monde va pouvoir crier, sauter, puis ça va être plus enlevant, si on veut, comme section, versus le monde qui veut plus de calme, qui vont pouvoir s'asseoir, ou même qui veulent avoir leur paix avec leur gang, mais assis aux tables. Donc, on rajoute une section de plus. Au niveau de la publicité, on va avoir 2 grands écrans de 10 pieds, pardonnez-moi. Donc, on pensait passer des publicités pour les combats. C'est le combat Mitsubishi Trois-Rivières. Ben, ça va être la publicité du Mitsubishi Trois-Rivières. Ou le combat AY Construction, ça va être la publicité de AY Construction. Un commanditaire par combat. C'est ça.
mais qui vont être compris dans les forfaits de Lobo. Donc, comme ça, on va pouvoir afficher les publicités vidéo avant que les gens se battent. Fait que ça va être comme un peu au cinéma. Tu sais, tu vois les previews avant le film. Ouais. C'est un petit peu la même chose, mais avec un bon son puis un bon envergure, plus les vidéos qui vont suivre avec les combattants. OK. Donc, c'est un autre aspect qu'on apporte. Notre page Facebook, pas Facebook, notre page Internet va être aussi plus affichée au niveau des commanditaires. On va afficher des publicités de nos commanditaires parce qu'on commence à avoir un trafic important. Puis la réussite de notre show est en partie due aux commanditaires. Donc, on veut développer les forfaits commanditaires pour leur permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité. On est également en production, en entente d'un contrat avec la télévision. Donc, il y a une compagnie privée qui essaie de nous passer une entente, quoi qu'on les laisse pas mal faire parce qu'on en a envie. Okay. Ça va grandir beaucoup le concept de l'émission de télé. Donc, on va aller voir les combattants chez eux, voir quand ils se lèvent, quelles sortes d'habitudes ils développent, c'est quoi leur quotidien, où ils travaillent. Ah ouais. Donc, c'est tous des projets qui sont sur la table. Ce serait une télésérie dans le fond documentaire, Ouais, un petit peu sur la vie du combattant, jusque son cheminement jusqu'au combat. Non? Puis là, en ce moment, c'est pas officiel, fait que vous pouvez comme pas dire c'est quoi la compagnie. Non. Mais sont prêts à engager des montants d'argent sur l'exclusivité de la vente de notre série, ce qui prouve que c'est de bonne envergure, c'est de bonne augure. Parce que, comme il nous expliquait, des options, on appelle ça une option d'achat, puis personne ne paye pour ça depuis 10 ans. Puis on a la chance d'avoir un mentor qui est très réputé dans le domaine. J'avais le goût de nommer son nom, mais on le dira pas. Fait que lui, il est venu négocier notre contrat avec nous, puis ça s'enligne très très bien. OK. Donc, shout-out au mentor qu'on connaît pas son nom, mais... Ouais, merci. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. Puis je sais que c'est déjà sur la table avec des grands réseaux de télévision. Donc, s'il y en a d'autres qui voudraient notre concept, c'est le moment de nous approcher. OK, fait que ça pourrait autant être télésérie qu'ensuite être diffusé dans des shows de télévision, dans le fond. Nous, à la base, ce qu'on veut, c'est avoir une émission dans un poste de série de télé. OK. Donc, je sais que vous aviez parlé de Canal D quand vous aviez fait le diffuseur n'est pas tout à fait confirmé. On va commencer par s'entendre avec le producteur, mais l'un des gros diffuseurs, c'est un des diffuseurs potentiels. C'est l'un des diffuseurs qu'on aimerait. Exactement. Okay. Donc, encore là, ça peut être de la fabulation de notre part, ça peut être des démarches qui sont entreprises, mais à tout court, c'est un endroit où est-ce qu'on trouverait ça très pertinent d'avoir notre émission de télé. Ben oui. À Canal D, justement, il y a plein d'émissions de type... comment dire, de type, justement, télésérie, là, de voir le cheminement de quelqu'un ou des trucs de même, c'est vraiment... Je pense que ce serait un bon... Moi aussi. Bon, je pense que ça pourrait être un de leurs bons coups. Ouais. On lance l'appel. On lance l'appel. Fait que, ben écoute, en terminant... c'est quoi vos projets futurs? Je sais que vous avez parlé d'amener l'événement dans d'autres villes. Est-ce que vous avez l'ambition de créer d'autres événements sur le site qui seraient un peu différents? C'est quoi les projets futurs là, pour... On a parlé d'organiser des shows d'humour. OK. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on en a parlé, mais c'est pas... c'est pas ça à table. Ouais. Non, on aimerait ça, premièrement, développer le concept Fight Night de sorte qu'on puisse en vivre. Pour le moment, c'est notre premier objectif. Okay. Le deuxième, c'est d'impliquer toutes les gyms du Québec dans notre événement pour que notre événement soit le plus haut qu'il n'y a pas au Canada en termes de boxe amateur. Ça, c'est notre autre objectif. En ce moment. C'est ça. Mais on est quand même rendu très bien là-dedans. Donc, on chemine. Il faut qu'on n'arrête pas de travailler. Il faut qu'on continue de se donner des bons objectifs comme ça. Moi, je pense que d'aller à Montréal, c'est un des objectifs qui s'en vient très prochainement. C'est ça. On ne veut pas délaisser Trois-Rivières, on veut amener le concept à Montréal. C'est sûr que Trois-Rivières va rester là quand même. Ouais. Mais, on veut en tourner plusieurs dans l'année. Ouais. Puis avant d'exporter ailleurs. Tourner Fight Night dans différentes villes. Amener des rivalités aussi. On pourrait avoir, exemple, des gens de Montréal contre des gens de Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières, Québec, Montréal. Ça peut être aussi des rivalités au niveau des grandes entreprises. Si les grandes entreprises sont intéressées, exemple des gens de l'ABI contre des gens de Kruger ici à Trois-Rivières. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc on veut créer des choses intéressantes. Il y a plusieurs idées là, qui se développent, mais d'ici 2 ans, c'est d'en avoir au moins 2 à Trois-Rivières.
puis au moins un dans une ville extérieure. Puis qui continue en simultané. Fait qu'à chaque fois qu'on va aller dans une ville extérieure, les deux à Trois-Rivières vont continuer de rouler. Ouais. Fait que vous voulez maintenir un rythme de 2 par année ici? Là? Minimum. Un à l'automne, un au printemps. Minimum, puis on veut pas en faire plus que ça à Trois-Rivières. On va développer d'autres régions. Ouais. Puis il y a de la demande dans d'autres régions. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant. Les gens de Trois-Rivières vont quand même pouvoir venir se battre dans un gala, exemple à Montréal ou même à Rimouski ou peu importe. Ouais. OK. Donc, D'ici 5 ans, ça serait d'en avoir au moins 2 dans 3, 4, 5 villes. OK. Puis d'ici 10 ans, on voudrait tout conserver ça ici, puis aller en Europe pour aller sur l'autre continent. Ou peut-être aux États-Unis, mais avec toutes les barrières qui s'établissent pour le moment, je pense que l'Europe, ça va être plus facile. Ouais. Fait que là, vous autres, sky is the limit, là. Vous voyez comme... Sky is not les limit. objectifs sont assez hauts. Là. Ouais. Ah, ben, il n'y a c'est pas ça de qu'il limite. faut, hein. Ouais. De la misère, il y en a partout dans le monde. Si on est capable d'aider cette misère-là avec notre concept, il n'y a rien qui va nous arrêter. Ben, bravo premièrement pour cet événement-là qui est vraiment très bien. Moi, j'ai participé, j'ai pas participé en tant que combattant, mais je suis venu à l'automne dernier, puis j'invite la population de Trois-Rivières à venir voir ça, la population en fait de la Mauricie ou de n'importe où. C'est vraiment un bel événement du Québec. Puis on se voit le 25 mai prochain. Au moment du podcast, je crois que les inscriptions vont être fermées, mais si vous voulez participer en tant que spectateur, c'est le 25 mai prochain et ça va être au complexe La Violette qui est situé à quel endroit exactement? Straight pipe en avant du poste de police à Trois-Rivières. Donc c'est sur la rue des Forges. OK. Le boulevard des Forges. Sur des Forges. Fait que, suivez la page Facebook ou le site internet Fight Night, le défi du peuple sur Facebook ou encore le site internet www.fightnight.co. Il n'y a pas, c'est pas .com.co, bien important. Vous allez avoir tous les détails là, pour le prochain événement et les événements futurs. Parfait. Tout simplement. Merci pour votre participation. Merci Bien content de vous avoir eu. Puis, moi aussi, je suis content d'être venu. je vous invite à continuer vos beaux projets. C'est vraiment cool ce que vous faites. Puis, merci d'avoir été là. Merci. Ça fait plaisir.